Donc, si on se replace dans le contexte de février, Ouais, un mois assez tendu d'ailleurs. exactement. Pendant que la plupart des observateurs s'inquiétaient de l'inflation au quotidien ou scrutaient le moindre mot des banques centrales, eh bien, l'élite financière française s'est mise d'accord sur une chose. De manière presque silencieuse en fait. C'est ça. Et unanime en plus. Il fallait massivement acheter des armes et des avions. Ouais, c'est assez frappant quand on regarde les données. Et c'est justement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Je suis ravie de plonger avec toi dans une source vraiment fascinante. Des notes de recherche, c'est bien ça. Oui, des notes qui sont sobrement intitulées «Ce que font les meilleurs gérants». Un titre qui annonce la couleur, quoi. Bah oui. Et la mission de cette exploration, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décoder les mouvements stratégiques de février, les mouvements réalisés par ceux qui dirigent les plus grands fonds d'investissement en France. C'est une démarche tout à fait essentielle. Car observer ces mouvements, en fait, ce n'est pas du tout faire de la simple comptabilité, hein. C'est sûr, on n'est pas là juste pour lire des pourcentages. L'idée, c'est de s'infiltrer un peu dans les coulisses, de regarder par-dessus l'épaule de cet argent intelligent, comme on dit. Ouais, parce que lire ces portefeuilles, c'est littéralement lire une carte en temps réel des anticipations géopolitiques et économiques. Vu à travers le prisme de gens qui gèrent, des millions, voire des centaines de millions d'euros. Exactement. Et chaque transaction, chaque ajustement qu'ils font, c'est une conviction fondamentale qui s'exprime sur la direction que prend le monde. Ce n'est jamais un hasard. D'accord, décortiquons un peu tout ça, car l'unanimité dont font preuve ces gérants sur certains secteurs, elle est juste dingue. Surtout sur la défense. Ouais, la défense et l'aéronautique, c'est le secteur qui ressort massivement des achats de février. C'est un peu comme si on observait tous les plus grands chefs étoilés se ruer soudainement sur le même ingrédient au marché. C'est une bonne analogie, ouais. Tous en même temps. Par exemple, on voit William Higgins et Fong Sangziri acheter tous les deux du Dassault Aviation, en même temps. Ce qui n'est pas rien comme valeur. Ah non, c'est lourd. Higgins, lui, justifie ça spécifiquement par les annonces liées à la grosse commande indienne. Alors que Seng Siri, de son côté, précise vraiment qu'il veut créer une ligne d'investissement, je cite, dans la défense. C'est assumé. Mais du coup, on peut se demander, ces gérants d'élite ne font-ils que suivre les gros titres des JT? Je veux dire, est-ce que c'est juste une réaction pavlovienne aux tensions géopolitiques actuelles? Si l'on relie ça à une vision plus globale, on comprend vite que ce n'est absolument pas un simple effet de mode, ou une réaction épidermique à l'actualité, quoi. Donc c'est plus profond que ça. Ah oui, complètement. Ce que ces gérants achètent en réalité, c'est la reconnaissance d'un changement structurel de long terme. C'est-à-dire? Quand Igord se parle de la commande indienne, ce n'est pas juste de la géopolitique, c'est de la mécanique financière pure. On parle de contrats massifs sécurisés sur une décennie entière. Ah oui, donc une vraie visibilité sur les revenus? C'est ça le Saint Graal. Dans un monde où la croissance patine un peu, avoir des flux de trésorerie garantis sur 10 ans, c'est inestimable. Ces boîtes sont devenues de piliers de souveraineté. Ce qui explique pourquoi d'autres gérants foncent sur toute la chaîne de valeur. Exactement, on le voit bien avec les sous-traitants. Ouais, Jean-François Delcaire, par exemple, a complété ses lignes dans des boîtes comme Figeac, Lumibird et Lizzie. Ce sont des acteurs cruciaux pour l'aéronautique et la défense. Et il n'est pas le seul. Alain Dubruzel a fait exactement la même chose. Ouais, il a renforcé Lumibird et Lizzie lui aussi, même s'il a opportunément pris quelques profits sur Lizzie un peu plus tard. Typique de sa gestion, hein, on y reviendra d'ailleurs. Et alors, l'impact sur les portefeuilles majeurs est monumental. Écoute ça, Safran pèse 7,2% chez Foncen Siri. 7,2. C'est énorme sur une seule ligne. C'est massif, hein. Et on a Nicolas Johnson avec 6,3%, Émeric Blon à 3,7% et Romain Burnand à 3,3%. Tous sur Safran. Et j'imagine qu'Airbus suit la même tendance. Absolument. Airbus est incontournable, 5,9% chez Senseri, 5,7% chez Johnson et 3,4% chez Burnand. Tu vois, mettre presque 7% d'un gros fonds sur une action, c'est un pari directionnel majeur. Ça prouve qu'ils se fichent un peu de ce que feront les taux d'intérêt à court terme. Ils croient en ce secteur dur comme fer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ça? Parce que si tout le monde est d'accord sur la défense et l'aéronautique, pour le reste, c'est la foire d'empoigne. Ils sont en plein désaccord sur d'autres secteurs. Ah, les fameuses divergences stratégiques. Le stock picking reste un art très subjectif en fait. Exactement. Tiens, un détail amusant. On vient de voir que Dassault Aviation était la coqueluche du mois. Mais Dassault Systèmes, la branche logicielle, vendue. Ah ouais? Par qui? Vendue par Fonceng Siri et par Romain Burnand.
Le même nom, Dassault, mais des destins boursiers totalement opposés ce mois-là. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'information brute est interprétée différemment par l'élite financière. Surtout quand il y a des vents contraires, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la valeur d'une action, c'est très subjectif. Regarde un peu les arbitrages de Burnand, c'est très parlant. Ah oui, Romain Burnand. Lui, il décide carrément de vendre Stellantis. Le constructeur automobile. Ouais, il dit que l'entreprise pâtit d'une, je cite, situation peu engageante, donc il vend. Mais avec cet argent, il achète quoi? Bonne question. Il achète Vonovia, le géant allemand de l'immobilier, qu'il décrit comme une valeur non disruptée, à la traîne mais très liquide. Il achète aussi ST Microélectronique. Pour jouer sur le moyen terme, j'imagine. C'est ça pour les satellites et le redressement des smartphones. Et enfin, il ajoute du Crédit Agricole en estimant que la banque est juste en retard par rapport aux autres françaises. C'est du tri hyper sélectif. Mais attends, quand il dit que Vonovia est non disrupté, tu comprends ça comment? Bah, j'allais te poser la question. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu jargonneux. Ça veut dire quoi au juste une valeur immobilière non disruptée? En fait, c'est crucial pour comprendre son achat. Aujourd'hui, l'immobilier de bureau est complètement disrupté par le télétravail, hein. Ah oui, les locaux vides, tout ça. Voilà. Et les centres commerciaux souffrent du e-commerce. Leurs modèles sont menacés. Mais Vonovia, eux, ils font du résidentiel. Et les gens auront toujours besoin d'un toit. Exactement. Le modèle n'est pas cassé, l'action a juste baissé à cause des taux d'intérêt, donc Bernand y voit une anomalie temporaire et y fonce. C'est un signal d'alarme pour certains, mais une opportunité pour lui. Une vraie logique de chasseur de valeur. Un peu comme Jean-François Delcavert. Adelcar, qu'est-ce qu'il a fait de beau? Lui, il a carrément réinitié une position dans 74 Software. La boîte a subi une chute de cours brutale et lui, il trouve la valorisation désormais, je le cite, très raisonnable. Il fouille là où les autres ont jeté l'éponge, quoi. C'est exactement ça. Mais à l'inverse, on voit William Higgins alléger Rexel tout simplement parce qu'il la juge survalorisée après sa récente hausse. C'est la beauté du marché, hein. La même baisse de prix, certains la fuient comme la peste, d'autres y voient une aubaine. Et les mouvements peuvent être massifs. Prends Fonceng Singuerie. En février, il fait un grand ménage. Il vend Pernod Ricard et il allège Capgemini et Publicis. Pour financer d'autres achats, j'imagine. Bien sûr, il dégage du cash pour acheter de l'ArcelorMittal, donc des produits de base, et pour participer à l'augmentation de capital d'Engie. Ah oui, Engie qui voulait financer son acquisition de UKPN au Royaume-Uni. Voilà, donc on voit bien qu'il pivote des services vers l'industrie lourde. Et si on regarde Scander-Benchicou, les choix sont encore différents. Qu'est-ce qu'il achète, lui? Benchicou achète Unibail-Rodamco, il renforce Capgemini, contrairement à son auxilié qui l'allégeait, tu vois. Et il renforce aussi Essilor-Luxottica et L'Oréal. Et côté vente? Il vend Siemens Energy et allège Air Liquide, Legrand et Deutsche Börse. Et de son côté, Vincent Emmanuel fait aussi très simple. Il achète Publicis et il cède TF1. Chacun sa partition, hein. Et cela soulève une question importante, en fait. Laquelle? Le rythme de tout ça. Parce que là, on parle d'allocation, mais la fréquence de ces opérations, c'est ce qui définit vraiment le style d'un gérant. Ah oui, le grand écart des styles. L'hyperactivité face à la prudence. C'est clair. Certains ont le doigt bloqué sur le bouton «Vendre», c'est frénétique. Totalement. Prenons Alain Dubrusle. C'est le profil très actif par excellence. Son mois de février, c'est de l'hyperactivité pure. Écoute cette liste de sessions. Vas-y, je t'écoute. Il vend Altaria, Rémi Cointreau, Rising Stone, SideTrade, Chargeur, et il sort carrément de Lagardère pour mettre l'argent sur lui n'achète. Oula, ça fait beaucoup de mouvements en un mois. Et c'est pas fini, hein. En face, il renforce FDE, Kaufmann, Vallourec, qui pèsent quand même 3,1% de son top portefeuille maintenant, et Vision. Donc il achète autant qu'il vend. Et attends, il prend aussi des profits sur Covivio, Exosense, Nexans, Technip Energies, Vicat. Et il allège Robertet. Bah dis donc, ça donne le tournis. Franchement, oui. Alors, moi je m'interroge. Cette hyperactivité, surtout chez Dubrusle, ça traduit quoi? Un marché tellement anxieux qu'on n'ose rien garder ou juste un opportunisme absolu? C'est une excellente question. En fait, ça ressemble à de la gestion pure de l'incertitude. Et il n'est pas le seul à faire ça, hein. Ah bon? Regarde Edouane Four. Lui, il prend des profits sur Kitrion, qui était en forte hausse, pour s'intéresser à RNS Group. C'est tactique. Ouais, on voit d'ailleurs Delcaire et Dubrusle jouer à ça sur SideTrade, Coface, Lumibird et l'introduction en bourse de Rising Stone. Exactement. Ils achètent, ça monte, ils encaissent. Delcar l'explique super bien d'ailleurs. Comment ça, lui? Il explique avoir vendu ses actions Neurones, je cite, par précaution avant que le cours ne replonge. Vendu par précaution. C'est marrant comme terme. Ouais, mais c'est très pro. Ça ne veut pas dire qu'il déteste la boîte. Ça veut juste dire que l'incertitude macroéconomique est trop forte.
on verrouille le gain. C'est comme rentrer le blé avant l'orage, quoi. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce qu'on voit beaucoup d'agitation, beaucoup d'allers-retours. Ouais, beaucoup d'écume à la surface. Mais derrière cette frénésie de vente et de prise de profit, c'est quoi les vraies fondations de ces énormes fonds sucre? De quoi est constitué leur noyau dur? C'est là qu'on voit les piliers de la stabilité. Et c'est là que ça devient rassurant. En gros, les géants qui rassurent. Par exemple, Schneider Electric. Ça, c'est un pilier massif. Ah, Schneider, c'est l'incontournable en ce moment. Tu m'étonnes. 8,9% du fonds chez Sanxiri, 8,8% chez Johnson et 3,4% chez Bernin. C'est colossal. Et côté santé, ça donne quoi? Sanofi, pilier absolu chez Iminura avec 6,4% et présent chez Bunchiku à 3,4%. Ce qui fait sens. La santé, l'énergie électrique, c'est de la visibilité à très long terme. Ça ancre le portefeuille. Et le luxe et les banques suivent la même logique d'ancrage. LVMH est à 6,1% chez Imenuraet et 4,8% chez Johnson. Et BNP Paribas, j'imagine, pour les banques. Exactement. BNP s'impose chez Imenuraet à 5,9%, chez Johnson à 5,7% et chez Barnandret à 3,6%. Et les banques profitent à fond de la hausse des taux, donc ça génère du cash facile. C'est le filet de sécurité parfait. On trouve aussi le géant de la tech européenne ASML Holding qui règne chez Benchiku à 5,9%. ASML, oui, incontournable sur les puces. Mais certains gérants ont un ancrage très différent. Imeric Blonde, par exemple, lui, il s'appuie massivement sur l'énergie. Genre Total Energies? Même pas. Technip Energies à 7,4%, Siemens Energy à 6,7%, et puis Prysmian à 4,9% et Heidelberg Materials à 4,5%. Ah oui, très industriel, très brut. Et le contraste est encore plus hallucinant quand on regarde les univers dits de découverte, tu sais, les petites et moyennes capitalisations. Ah, les fameuses small and mid caps, là on change d'univers. Totalement. Prends le top 5 de Jean-François Delker, il est hyper singulier. Dis-moi. Son top 1, c'est le groupe EPC à 7,2%. Les explosifs, ouais. Ensuite, la Compagnie du Cambodge à 6,8%, Assystem à 4,5%, Obey à 3,7% et... Maltri franco-belge. Rien que le nom, on sent la valeur de niche hyper spécialisée. C'est clair. Et c'est la même chose pour Edwin Faure. Écoute ça, hein. ICOP à 5,9%, Performance Tech à 4,3%, Profil System à 3,9%, Reway Group à 3,7% et Unza à 3,6%. Que des dossiers obscurs pour le grand public, mais que ces gérants connaissent par cœur. Et Alain Dubrusle domine son portefeuille avec Grigny Revo à 5,7%, Grigny Revo, pas commun non plus. Elise à 5,1%, Abivax à 5,1% aussi, et IG Logistic à 4,4%. Et Egons, lui qui est très valeur, il a quoi en haut? William Egons à Morel & Prom à 4,8%, Elise à 4,3%, Score à 4,1% et Électricité de Strasbourg à 3,9%. Ah, électricité de Strasbourg, magnifique. Et pour boucler la boucle des grands fonds dont on parlait avant, International, Deutsche Telekom à 3,9%, Banco Santander à 3,6%, Intesa San Paolo à 3,4%. très européen du coup. Voilà. Chez Monoraet, on trouve Alstom à 5,4%. Et chez Sengisri, le top est complété par L'Oréal à 5,6% et Air Liquide à 5,4%. Donc on a vraiment cette juxtaposition, hein, d'un côté des mastodontes comme Schneider ou LVMH et de l'autre des trucs pointus comme Malterie franco-belge. Mais comment on explique ça? Pourquoi mélanger ces monstres rassurants et ces petites pépites un peu obscures? Bah c'est la mécanique de l'alpha. Les géants, ça donne de la stabilité, c'est ton filet de sécurité, et comme tu es bien sécurisé par ton LVMH ou ton Schneider, tu peux te permettre d'oser des mouvements ultra audacieux sur des valeurs de niche moins connues. Pour aller chercher de la vraie performance, quoi. Exactement. Si la petite boîte explose à la hausse, c'est le jackpot. Et si elle baisse, tes géants absorbent le choc. Bon, si on synthétise un peu ce voyage dans les portefeuilles. Ouais, il y a de quoi faire. On a vu une ruée vers la sécurité, sur la défense, portée par des contrats massifs. C'était la grande tendance du mois, oui. On a vu ce flair incroyable pour dénicher de la valeur là où tout le monde voit des problèmes, comme avec l'immobilier ou les logiciels bradés. Les fameuses divergences, ouais. Et surtout, on a cet équilibre fragile entre, d'une part, la frénésie des transactions, on vend par précaution, on prend des petits profits rapides, et d'autre part, la solidité des grands piliers industriels qui restent là. C'est un sport de haut niveau. Il s'adapte en permanence. Et justement, en préparant cette analyse, ça m'a amené à une réflexion assez provocatrice. Ah, Vaud, je t'écoute.
On voit tous ces documents, on voit ces gérants d'élite qui sont en adaptation constante. Ils allègent, ils vendent, ils prennent des profits sur des actions qui viennent tout juste de monter. Ouais, le mois de février a été hyper actif. Ils changent d'avis sur un secteur entier d'un mois sur l'autre, hein. Donc, la question que je me pose pour notre auditoire, hein, si ceux qui ont le plus de moyens, Hmm. ceux qui ont les armées d'analystes et l'info en temps réel, voilà, si eux ressentent le besoin viscéral de micro-gérer et de rééquilibrer leur portefeuille chaque mois pour rester à flot, est-ce que le vieux conseil qu'on donne au grand public, le fameux acheter et conserver indéfiniment, ce n'est pas le plus grand mythe de l'investissement moderne? Ah, la question qui fâche. Bah oui, est-ce que c'est pas une illusion de croire qu'on peut juste acheter et dormir tranquille, alors que l'élite, elle, se bat au quotidien pour maximiser ses rendements? C'est une excellente réflexion. C'est vrai que la passivité est souvent vendue comme une vertu au grand public, alors que pour les pros, l'immobilité, c'est un risque mortel. Deux poids, deux mesures en fait. Une réflexion à garder précieusement en tête pour la suite. La vérité des marchés ne se fiche jamais, elle s'écrit dans le mouvement. Merci de m'avoir accompagné sur ce sujet. Avec grand plaisir. À méditer donc pour tous ceux qui nous écoutent jusqu'à notre prochaine exploration.